Vous êtes là? Ouf! Parce qu'il m'est encore arrivé un truc. Il faut absolument que je vous raconte. J'ai parlé de la théorie de l'évolution de Darwin autour de moi, en commençant par le livre de Michael B.E. Darwin Devolves, dans lequel ce scientifique constate qu'en fait toutes les mutations correspondent à des dégradations du code génétique, et qu'il est donc difficile d'imaginer qu'elles puissent être à l'origine de nouvelles fonctionnalités qui pourraient faire passer les organismes d'une forme de vie à une autre. J'ai ensuite parlé du livre de Stephen Meyer, Darwin's Doubt, dans lequel ce scientifique constate que dans le registre fossile, eh bien les différentes formes de vie apparaissent soudainement, tout d'un coup, sans ancêtres qu'on puisse identifier sous forme de fossiles. Et qu'ensuite, les différentes espèces sont assez stables dans le registre fossile. Du coup, ces deux constatations pourraient bien nous faire croire qu'en réalité, il n'y a pas du tout eu d'évolution. Et là, quelqu'un me dit, il n'y a que des livres en anglais? Alors, je lui dis, bien, si vous cherchez un livre en français, je vous conseille le livre de Dominique Tassot, un ingénieur de l'école des mines, qui explique tout ça, et qui s'intitule « L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi ». Et à la fin, je leur explique que le coup de grâce à une explication naturelle de la vie, eh bien, c'est l'apparition de la vie elle-même sur la Terre, qui reste un mystère complet pour la science. Et là, un autre me dit « Pas du tout, ça y est !» On a trouvé, on a percé le mystère des origines de la vie. D'ailleurs, il y a un article dans National Geographic qui explique tout ça. Alors je suis retourné voir mon ami ingénieur et je lui dis, il paraît qu'il y a un article dans lequel est décrit le mystère de l'origine de la vie. Qu'est-ce que vous en dites? Et là il me dit, c'est un sujet un peu navrant. Parce qu'en réalité, il y a régulièrement des articles qui sont publiés dans de grandes revues avec des titres complètement extravagants. Et nous avons ici un bon exemple. Le titre de cet article de National Geographic de décembre 2020, eh bien c'est le suivant. On aurait percé le mystère des origines de la vie. Alors, on est bien sûr attisé par la curiosité, mais que contient donc cet article? Eh bien, si on prend le sous-titre de cet article, on voit qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Tibor Ganti et qui a publié en 1971 un modèle théorique de ce qu'aurait pu être un précurseur de la première forme de vie. En fait, en 1971, comme l'explique l'article, il y a eu trois propositions, trois théories sur ce qu'aurait pu être, disons, une protocellule, c'est-à-dire le stade avant la première cellule vivante réelle que l'on connaît. Son modèle à lui s'appelle le chimioton. Selon lui, ce qui a précédé la première bactérie, eh bien, c'est une protocellule qui aurait une membrane, un métabolisme avec des protéines, et puis une capacité à se reproduire. Bon, c'est très bien, effectivement, toutes les formes de vie possèdent ces trois éléments. Mais du coup, quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que tout ça est totalement théorique. En réalité, si on essaye de résumer l'hypothèse d'une apparition naturelle de la vie, on peut le résumer en 5 étapes. Premièrement, une apparition de molécules simples, comme les acides aminés. Deuxièmement, une apparition de macromolécules. Troisièmement, une apparition d'un système auto-répliquant, qui peut se répliquer tout seul. Quatrièmement, l'apparition de protocellules. Et cinquièmement, l'apparition de la première bactérie. Ça, c'est la théorie. Mais en réalité, qu'a-t-on pu voir réellement émerger de ce qu'on imagine être une soupe primitive? Eh bien, uniquement des molécules simples, comme les acides aminés lors de l'expérience de Miller de 1953. Et depuis 70 ans qu'on fait des recherches là-dessus, on n'a quasiment pas progressé. Ça alors? Mais c'est fou! Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas progressé? En fait, il s'avère que les obstacles à l'apparition naturelle de la vie sont immenses et très nombreux. Par exemple, si on prend la deuxième étape, l'apparition de macromolécules, comme l'ARN, comme les protéines, comme l'ADN, eh bien il se trouve que, comme l'explique très bien le thermodynamicien Brian Miller, en fait ces macromolécules sont dans un état qui est, disons, contre nature, avec une très faible entropie, c'est-à-dire des molécules très ordonnées, et en même temps un haut niveau d'énergie. En fait, les lois de la physique que l'on connaît, les lois naturelles, ne produisent pas ce type de molécules. Et c'est pour cela qu'on n'en voit pas apparaître, et c'est pour cela également que lorsque une cellule meurt, ou un être vivant meurt, eh bien il se décompose.
Parce qu'en fait, les cellules et les macromolécules sont dans un état qui n'est pas naturel, et qui est simplement maintenu par la vie, justement. Ah ouais, d'accord. Et alors pour le système autorépliquant, eh bien, si vous suivez un petit peu la littérature, vous apercevrez qu'il y a beaucoup d'articles autour des ribozymes. Et beaucoup essayent de présenter cela comme des systèmes qui peuvent se répliquer eux-mêmes. Mais sans rentrer dans le détail, il se trouve que c'est totalement exagéré. Il y a à chaque fois un complexe protéique qui permet en réalité à la molécule, par exemple d'ARN, de se reproduire et de se dupliquer. C'est ce qui explique très très bien Rod Stadler dans son livre Stairway to Life, dans lequel il écrit précisément que des décennies de recherche n'ont pas permis de fournir un seul scénario viable d'apparition de systèmes auto-réplicants. D'accord. Et les protocellules alors? Et là, il me dit, ben là aussi, on a affaire à des articles totalement exagérés. C'est le cas d'ailleurs dans l'article que je citais au départ, National Geographic, qui fait mention d'un certain Jack Szostak. Ce Jack Szostak est un prix Nobel qui a notamment produit un site internet que vous pouvez consulter, dans lequel, eh bien, il dit quoi? Il dit qu'en fait, il espère que ces recherches pourront permettre de fournir des explications sur certains éléments essentiels d'une cellule. En réalité, on s'aperçoit que ce qui est produit, c'est très très peu de choses. On a par exemple des membranes, en fait des espèces de vésicules très très simples. Mais vouloir présenter ça comme des membranes qui auraient pu conduire à des cellules est totalement exagéré. Je vous explique pourquoi. En fait, dans les vésicules qui sont produits, eh bien, la membrane est faite finalement d'une seule sorte de lipide. Et il n'y a à l'intérieur de ces membranes aucune protéine. Alors que dans les bactéries, les êtres vivants les plus simples que l'on connaisse, eh bien, les membranes sont faites de milliers de lipides différents et contiennent des milliers de protéines d'une centaine de sortes différentes qui servent notamment à réguler les entrées et les sorties de matière. Donc, vouloir présenter ces petites vésicules simples qui ressemblent à des bulles de savon, vouloir présenter ça comme des ancêtres des membranes, c'est totalement exagéré. D'accord. Et pour l'étape 5, alors, les bactéries? Et là, il me dit, eh bien là encore, nous avons affaire un peu partout à des articles au titre totalement exagéré. Par exemple, sur les travaux de Craig Venter. Vous pourrez trouver ça sur Internet, qui sont souvent présentés comme des travaux extraordinaires, notamment dans cet article du Monde qui s'intitule « Création d'une cellule synthétique ». En lisant le titre, on pourrait penser que finalement, ce Craig Venter a réussi à créer une cellule de toutes pièces, de façon, il a synthétisé une cellule. En réalité, on en est très 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 loin. Ce qu'il a réussi à faire, c'est extraire l'ADN d'une cellule. Il a réussi à le dupliquer avec des techniques extrêmement complexes qui ne sont évidemment absolument pas envisageables dans une soi-disant soupe primitive. Il a copié cet ADN et ensuite il l'a remis dans la cellule et finalement la cellule a continué à vivre. Donc, dire qu'on a pu créer une cellule synthétique, mais c'est totalement exagéré. On est à des centaines de millions d'années-lumière de pouvoir le faire. C'est d'une complexité inouïe. Donc là encore, il y a des titres qui sont complètement trompeurs. Là, je me suis dit, mais comment ça se fait que quasiment tous les scientifiques croient que la vie est apparue naturellement? Et là, il me dit, mais il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que beaucoup de scientifiques, et beaucoup de gens en général, eh bien, sont trompés par ces titres d'articles qui sont en fait complètement exagérés. Et tout le monde, finalement, devrait regarder, par exemple, cette vidéo d'Hubert Reeves, qui est un scientifique mondialement connu, et dans laquelle il explique tout simplement que nous n'avons aucune explication sur l'origine de la vie, et que nous ne savons pas non plus d'où vient le Big Bang. Donc en fait, nous n'avons aucune idée d'où peut bien venir la vie, d'un point de vue naturel. Et pour ceux qui sont au courant des innombrables difficultés d'une hypothèse d'apparition naturelle de la vie, eh bien, ce qui est frappant, ce sont les différentes motivations que peuvent avoir les scientifiques. Isaac Newton, par exemple, un des scientifiques les plus brillants, expliquait que lui souhaitait que ses découvertes puissent aider ses contemporains à croire en Dieu. D'autres scientifiques ont l'impression que l'hypothèse de Dieu recule au fur et à mesure des différentes découvertes. Drôle de conception de Dieu. Parce que si Dieu est Dieu,
Il est créateur de ce qu'on ne comprend pas, mais il est aussi créateur de tout ce qu'on comprend. En réalité, il est créateur de l'univers entier et des lois qui gouvernent la nature. Donc les découvertes, finalement, ne font pas reculer l'hypothèse de Dieu, mais au contraire nous permettent de comprendre toujours davantage l'intelligence incroyable de Dieu. Une des autres raisons pour lesquelles beaucoup de scientifiques croient à l'apparition naturelle de la vie, c'est parce qu'en fait, le projet scientifique ne consiste pas à dire « bon bah Dieu l'a créé et puis on s'arrête là ». Non, le projet scientifique consiste à comprendre, à rechercher, à essayer de décrire par des lois ce qu'on observe. Et du coup, l'hypothèse de Dieu ne fait pas partie du projet scientifique. C'est d'ailleurs ce que relève la résolution 1580 d'octobre 2007 du Conseil de l'Europe, qui indique la dangerosité de vouloir considérer que le créationnisme est une science. Et effectivement, ce n'est pas une science, puisque la création par Dieu est un miracle que l'on ne peut pas reproduire. Or les sciences, le projet scientifique, s'appuie essentiellement sur des phénomènes que l'on peut observer et des expériences que l'on peut reproduire. Ce que je dis par contre, c'est que le projet scientifique est dans une impasse sur l'origine de l'univers et l'origine de la vie. Ce qui fait que finalement, est-ce que le plus raisonnable n'est pas simplement de croire en l'hypothèse de Dieu, que ce soit Dieu qui ait créé tout ça? Et en réalité, il y a des millions de gens à travers le monde qui peuvent témoigner avoir rencontré Dieu de façon extraordinaire et qui du coup accréditent cette hypothèse de Dieu. Et c'est également mon cas. Ce qui fait que je n'ai aucun problème à dire que c'est bien Dieu qui a créé cet univers et la vie. Et mon cœur dit « à Dieu soit la gloire ».